Vous voulez vendre votre bien immobilier, vous devez vous poser une série de questions. À quel prix le vendre? Quelle est la valeur de mon bien? Comment négocier? Est-ce que je dois faire des photos, une vidéo, un homestaging? Quel document? Le PEB? L'urbanisme? C'est toutes ces questions auxquelles nous allons répondre maintenant avec tous nos experts. Bienvenue sur Immovlant et évidemment pour répondre à ces questions, j'ai de nouveau sélectionné des agents immobiliers, la crème de la crème. Nous avons honneur aux dames Anna Amour de chez Pavimo. Bonjour. Tout va bien? Très bien, et vous-même? Pas trop stressé? Pas du tout. Ça va bien se passer. Patrick de Oui. Immo Balkan. Bonjour Eric. Bonjour Patrick. Tout roule? Tout roule. Alors ici on a Bruxelles d'un côté. Ouais. Et on a la Wallonie, dignement représentée par Geoffrey Sénave de Hera Label Immo. Salut Geoffrey. Bonjour Eric, tu vas bien? Ça va très très bien. Super, Et toi? magnifique. Eh bien, tu es en minorité, mais on va quand même commencer par toi. On arrive ici en fin d'année et on a donc évidemment eu des gros changements au niveau de la législation, notamment les droits d'enregistrement en Wallonie. Bruxelles, ils sont encore en train de réfléchir à un gouvernement. On l'envie, on l'envie. On y reviendra, oui, je me doute. Vraiment. Mais donc, au niveau wallon, un an plus tard, qu'est-ce que tu peux nous faire comme bilan par rapport à ce que toi tu as vécu et au marché? Donc par rapport à ces droits d'enregistrement, effectivement, le changement a été sensible pour nous. Évidemment, ça ne touche que les primo-acquéreurs, il faut le rappeler. Mais concrètement, ça veut dire qu'on a eu un gros engouement en début d'année. Et puis, petit à petit, les gens se sont rendus compte que l'avantage n'était peut-être pas toujours forcément aussi intéressant qu'ils ne pensaient. Puisque à côté de ça, il y a eu des rectifications au niveau des prix de vente, au niveau des taux des prêts hypothécaires. Et ce genre de choses-là a fait que ça a été un peu le principe des vases communicants. Donc cet avantage de grosse réduction des droits d'enregistrement, c'est un peu lissé par rapport à ces deux points-là. On constate quand même que sur l'année, en tout cas sur les 3 premiers trimestres, le nombre de transactions a augmenté et le prix a augmenté. C'est vrai. Mais donc c'est vrai aussi qu'au début d'année, on a senti vraiment cette grosse retenue qu'il y avait fin d'année passée, où il y a beaucoup d'actes qui sont passés à mon avis dans le premier trimestre, et puis effectivement ça va se lisser sur le reste de l'année. Effectivement, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'avant que n'intervienne effectivement cette réduction des droits d'enregistrement, certaines personnes ont voulu bénéficier encore de l'ancien système qui, rappelons-le, offrait aussi des avantages. Un primo-acquéreur qui achète un bien avec des droits réduits, la différence n'est pas très sensible. C'est vrai que la différence est beaucoup plus marquée pour les biens qui sont au-delà, qui étaient à 12,5% auparavant. Et alors, il y a toutes les primes aussi qui ont disparu. La réduction la déduction fiscale de votre prêt hypothécaire, c'est quand même pas négligeable. Donc, je vais dire que sur le court terme, effectivement, c'est très intéressant pour les primo-acquéreurs, mais quand on voit sur l'ensemble de la durée d'un prêt hypothécaire, l'avantage n'est plus aussi considérable. Il ne faut pas oublier une petite chose, c'est que la déductibilité qui tombe, c'est partout. Je veux dire, c'est fédéral. Donc, ce désavantage n'est pas une compensation de la diminution des droits d'enregistrement en Wallonie. C'est valable même à Bruxelles, si je ne m'abuse. Oui, je suppose. À Bruxelles, en Flandre, donc cette déductibilité qui tombe, effectivement, elle est pour tout le monde. Il y a quand même juste un élément, et je m'en voudrais de ne pas le mentionner, c'est que les prix augmentent, mais c'est de l'argent qui reste dans l'économie. Je veux dire, si on vend son appartement 10%, sa maison 10% plus cher, c'est celui qui vend qui encaisse 10% de plus. C'est pas 10% de plus qui vont aux contributions, et donc quelque part c'est réinjecté dans l'économie réelle. Donc il y a quand même, je pense, sur le long terme un avantage. Oui, effectivement, on peut le voir aussi dans ce sens-là. Ok. Bon, on a fait les bonnes nouvelles wallonnes. Parlons des bonnes nouvelles bruxelloises. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles bruxelloises sur cette année, Patrick? Non. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Non, je pense que pas de gouvernement, pas de nouvelles, je dirais. Donc voilà. Et donc pas de bonnes nouvelles à mon avis, quoi. Voilà. Anna? Oui, je suis d'accord. Pas de changement, donc pas de bonnes nouvelles pour nous. Ça n'empêche que on continue à vendre et que l'année 2025, en gros à Bruxelles, c'est quand même très bien déroulé. Oui, alors justement, venons-en au bilan. Effectivement,
Pas de gouvernement, donc aucune réforme. Et puis, je pense que de toute façon, sur Bruxelles, il y avait quand même cet abattement qui était quand même beaucoup plus, on sait jusque 200 000 € encore toujours. Donc, et il n'y a pas énormément d'argent dans les caisses que pour réduire les droits d'enregistrement, de toute façon, non plus au niveau du gouvernement de la région bruxelloise. Mais au niveau de l'activité immobilière dans son ensemble, Anna, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion sur l'année 2025 ? Franchement, pour moi, c'était une excellente année. On a très bien vendu, je dirais, même mieux que l'année 2024. On sent que le marché se redynamise. Les taux, certes, sont plus élevés que ce qu'on a connu en 2021, mais les gens s'y sont habitués, en fait. Okay. Ils comprennent, en fait, qu'aujourd'hui, ça flirte autour de 3% pour les meilleurs dossiers, 3,50 pour les moins bons dossiers, on va dire. Et par conséquent, en fait, ils savent qu'on ne retournera pas d'ici demain à des taux d'il y a 5 ans. Non, mais c'est clair que de toute façon, ces taux-là, à 1,50, moins de 2% sur du 20 ans fixe, moi je crois que c'était quelque chose de complètement artificiel pour relancer l'économie et réinjecter de l'argent, évidemment, pour faire redémarrer tout ça. Et qu'effectivement, on ne reviendra pas, enfin Patrick, corrige-moi si je dis une bêtise, mais on ne reviendra pas à des taux comme ça. Tout à fait. Mes parents ont emprunté à du 12%, ils sont partis, mais d'autre chose que de ça, je dirais, quoi. Donc voilà. Oui, en plus, effectivement, quand on était jeune et beau, il y avait, moi j'ai connu, effectivement, 10-12%, ouais. Et ça choquait pas grand monde. C'est ça. Ok, je propose qu'on attaque le vif du sujet, qui est comment optimiser la vente de son bien immobilier aujourd'hui, en 2025. Alors, peut-être une première question, au niveau du marché. On sait qu'on a parfois des marchés qui sont des marchés d'acheteurs, des marchés de vendeurs, où c'est une partie plus que l'autre qui, on va dire, a plus de pouvoir de négociation. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on décrirait le marché ? On est plutôt du côté acheteur ou du côté vendeur ? Donc juillet 22, shift marché acquéreur, bien entendu, et on est toujours dedans, et je pense qu'on s'y enfonce de plus en plus, ou du moins on se consolide de plus en plus dans ce marché-là, à mon avis. Ok. Totalement d'accord, du côté acquéreur. Ok. Oui, moi je nuancerai un tout petit peu plus parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une mutation plus importante, donc plus de biens en vente ces derniers temps sur le marché. Okay. En tout cas dans notre région. Est-ce qu'on sent déjà, parce que jusque fin 2024, le marché était assez compliqué, je dirais ça comme ça. Nous, on l'a senti parce qu'évidemment, avec Immoveland, quand le marché immobilier tousse, on tousse aussi. Mais depuis fin 2024, ça reprend. Est-ce qu'on sent déjà un premier ralentissement ou c'est juste la fin de l'année qui est un petit peu plus calme ? Non, pas chez nous. Non ? Non. Ok. Alors, aujourd'hui, évidemment, quand on parle d'une transaction immobilière, la vertu cardinale, c'est le prix, c'est la valeur du bien. Alors, vous, en tant qu'agent immobilier, vous êtes toujours au milieu, entre deux feux. Vous avez le vendeur qui veut vendre son bien au meilleur prix, le plus possible, et vous avez évidemment l'acheteur qui, lui, veut négocier le prix le plus bas possible. Et vous êtes au milieu, et évidemment, vous devez vendre la même chose des deux côtés. Alors, comment est-ce que vous vous y prenez, Geoffrey ? Le plus important est effectivement de déterminer la vraie bonne valeur du marché. Objectivement, il n'y a rien à faire. Un bien qui sera surestimé ne se vendra jamais, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Et il faut vous dire qu'un bien doit se vendre normalement dans les un mois et demi, et c'est là qu'il partira au meilleur prix. Plus vous attendez, plus vous faites des baisses de prix, et plus fatalement vous vous retrouvez avec un prix qui sera inférieur à ce que vous pouviez espérer au départ. Et alors, Anna, par exemple, toi, quand un client se présente, un vendeur potentiel se présente à l'agence, comment est-ce que tu détermines le prix ? Alors, quand un client se présente à l'agence, tout simplement, on doit regarder les spécificités du bien. D'abord, sa localisation, parce que ce qui fait le prix d'un bien, c'est d'abord sa localisation. Encore et toujours ? Encore et toujours, okay. Ça c'est clair. Et après cela, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le PEB, l'état du bien, bien entendu. La façon dont il est agencé, c'est également aussi très important. Les charges de copropriété, l'étage sur lequel est le bien. Est-ce que c'est un rez-de-chaussée ? Est-ce que c'est un bien au 7e étage ? Donc, toutes ces choses-là vont impacter et vont avoir quelque chose à dire sur le prix, en tout cas. Et alors, pour un ignorant comme moi, le même bien au rez-de-chaussée ou au 7e étage, qu'est-ce qui se vend le mieux ? Au 7e étage, c'est clair. S'il y a un ascenseur. Exactement. Okay. Pour la vue et pour autant, effectivement, qu'il y ait un ascenseur. Patrick, il y a quelques années, il y avait
3 lettres qui revenaient de manière absolue, systématique dans toute discussion immobilière, Les c'était PEB. évidemment PEB. Hein, il y avait les législations européennes qui étaient sorties, les obligations de diminuer, de réduire l'empreinte carbone, etc. J'ai l'impression que c'est un peu moins, alors c'est toujours important, mais j'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins une hype maintenant et qu'il y a d'autres préoccupations dans le chef des acheteurs. Est-ce que tu peux confirmer ça? Sans t'offusquer, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ah, je pense ok. qu'aujourd'hui, les méchants, si je peux me permettre comme ça, de parler comme ça, ce sont les banquiers en fait. Les banquiers aiment bien avoir un camembert, oui, un portefeuille bien vert, et au plus ils rougissent, au plus eux deviennent fâchés. Donc non, si d'ailleurs j'ai des clients qui sont venus en agence il y a moins de 2 mois, ils voulaient signer une offre avec moi, ils avaient le BIC en main, ils avaient sur l'offre très excités, et puis ils ont enlevé le BIC, mais tu es sûr qu'on n'est pas en E, hein? Je dis, non, regarde, le PEB est en D. Je dis, mais pourquoi? Mais la banque m'a dit E et G, pas de crédit. Ouais. Voilà. Ok, donc c'est pas les acheteurs qui sont... Enfin, les acheteurs sont sans doute tout aussi sensibles, mais les banques deviennent beaucoup plus exigeantes dans le cadre du financement. Tout à fait. Absolument. Et aussi une niche de clients qui sont vraiment quand même fort attentifs au PEB aussi quand même, hein. Je pense qu'il y a ça aussi, plus les banquiers. C'est les deux, voilà. Une certaine niche et les banquiers. Voilà. Et alors, si, question à vous 3, si j'ai un bien qui est une passoire énergétique, comme l'énorme majorité des biens dans les grandes villes sont des passoires énergétiques, qu'est-ce qui est mieux? Que je fasse les travaux pour le passer dans un meilleur PEB et que je le vende après, mais ça prend plus de temps, ou que je le vende en l'état, mais moins cher. Qu'est-ce qui, économiquement, est la meilleure solution? Ouais, je pense qu'il y a un juste milieu. Il y a peut-être des travaux qui sont absolument nécessaires et qui vont permettre de remonter effectivement un peu le prix, mais se remettre le bien en conformité énergétique, si je puis dire, ça représente des budgets travaux très conséquents que vous n'allez pas forcément retrouver avec un prix de vente plus élevé. Donc je pense qu'il faut faire attention à juger très objectivement ce qui est vraiment important de faire ou pas. Patrick? Sur mon secteur, c'est 25% de maisons, 75% d'appartements. Peut-être différent chez toi, je ne sais pas. Mais donc, chez moi, 75% d'appartements, une personne dans l'appartement va commencer à refaire le toit. Donc, on est tributaire d'une copropriété par rapport à ça. Je pense que la réponse dépend de ton type de produit, je dirais. Oui, donc, mais si... Alors, allons dans le truc. Une maison... ou sur lequel tu as la possibilité, tu ne dois pas demander à tous les copropriétaires de faire les travaux. Sur une maison, tu ferais quoi? Ça dépend du coût des travaux, en fait. Et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours récupérer, évidemment, l'investissement, mais des fois, on ne vend pas du tout à cause de ça aussi, parce qu'il y a souvent cette toiture qui n'est pas isolée, mais salle de bain, cuisine d'époque également. Donc ça, puis ça, c'est des trop gros budgets pour les gens. Donc c'est vraiment, je dirais, au cas par cas. Mais en tout cas, notre conseil de base, c'est comme toi, on ne fait pas de travaux, on vend l'état, quoi. Oui. Ok. Mais, en donnant des justificatifs de travaux, de devis, pour pouvoir un peu déjà amener les clients dans une décision. Ou à la limite, déjà avoir peut-être rentré le permis d'urbanisme, si jamais on doit remplacer les châssis ou ce genre de choses, ça aide aussi. Ah oui, très fort, évidemment. Autant qu'à Bruxelles, les permis d'urbanisme, ça va très vite, n'est-ce pas? Très, très vite. Grosso modo, entre une passoire énergétique et un bien qui est dans un très bon état, A ou B, juste un pourcentage de différence en termes de valeur, vous auriez une évaluation? 10%. Seulement? Ouais. Ok. Même chose? Oui, 10% au moins. Puis ça va dépendre en fait. Moi, je dirais que je fonctionne plus au prix au mètre carré. Ok. Je sais que sur Bruxelles, dès que c'est un très bon PEB, on est à plus de 3 000 € le mètre carré. Ok. Ça, c'est certain. Et quand c'est un mauvais PEB, on est en deçà. Ok. Oui, de nouveau, ça dépend si c'est une maison ou un appartement. C'est clair que pour une maison, ça va coûter vraisemblablement beaucoup plus cher. Donc, moi, j'aurais tendance à dire une quinzaine de pourcents en plus. Ok. Mais tu aurais aussi tendance à dire, prends l'oseille et tire-toi. C'est-à-dire, ne fais pas les travaux avant, laisse... En tout cas, pas tous les travaux, mais si vraiment tout est catastrophique, les châssis, la toiture, le chauffage, etc., on va peut-être commencer par la toiture, et puis le reste, ce sera l'acquéreur qui s'en chargera. Mais c'est vrai qu'on limite le nombre d'acquéreurs potentiels, plus le bien est mal coté au niveau PEB. Ça, c'est clair. Oui, ça, on le constate aussi avec Immoveland. Les recherches sont évidemment toujours plus sur les biens qui ont une bonne performance énergétique. Alors, le bien et l'état du bien, c'est une chose, mais évidemment, là où le débat aussi est important, c'est la mise en valeur d'un bien. Hein? Parce que
moi, j'ai déjà regardé, évidemment, sur Immoveland, on a des milliers de biens et on se pose parfois la question de savoir si les photos ont été prises un sombre soir de novembre avec des gants de boxe en ayant bu 3 lèvres, quoi. Et parfois, même par des professionnels, on pourrait parfois on devrait même peut-être faire un best-of de ce que ça a donné. Alors, d'une façon générale, et là, vous êtes agent immobilier, bien évidemment, mais pour un particulier aussi, je veux dire, on peut poser la question, comment est-ce qu'on peut mettre en valeur son bien de manière idéale ? Pour moi, la première des choses, c'est de se dire qu'il faut un très bon éclairage, il faut une maison très bien rangée, ça c'est un must. Il faut essayer qu'il n'y ait pas trop de choses dans le bien, en fait, que ce soit pas trop encombré. Et puis à partir de là, prendre les photos. Voilà, c'est déjà un bon début. Donc premièrement, préparer le bien entendu. Être sûr qu'il y a un bon éclairage. Ça c'est certain. Et si on est un fanatique de bibelot, qu'on a un syndrome, je conserve tout. Exactement. Faire un grand nettoyage, ranger. Histoire d'avoir un peu d'espace. Effectivement. Est-ce que, Patrick, on parle aussi, ça c'était aussi, mais plutôt il y a 5-10 ans, une grande mode, la vidéo, le home staging, ce genre de choses, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ? Absolument. Je pense que l'home staging, grâce à l'IA aujourd'hui, c'est devenu vraiment un must et une facilité vraiment qui nous aide très très fort aux journaliers. Donc ça, je dirais oui, bien entendu, par rapport à la vidéo, oui, parce qu'en fait, moi je pense que les photos, ce n'est pas juste un ustensile de mode, c'est montrer de l'information. Moi, quand je fais des photos d'un bien, j'ouvre toutes les portes, je veux qu'on voit que derrière dans le couloir, là, il y a la cuisine, là, il y a la salle de bain, là, il y a le WC. C'est important qu'on puisse se projeter dans le bien, voilà, en effet. Et donc, on donne de l'info, on ne montre pas juste que des belles choses. Et c'est clair qu'aujourd'hui, le home staging, c'était quelque chose qui coûtait assez cher au début, quand les premiers prestataires sont arrivés. On en a quelques-uns. Aujourd'hui, c'est clair qu'avec l'IA, on peut quand même faire des choses beaucoup, beaucoup plus efficacement. Tout à fait. C'est question de temps maintenant. En fait. C'est du temps qu'on monnaie et plus de temps l'abonnement à technologie, quoi. Voilà. Geoffrey, IA, drone, home staging, tu fais tout ça ? Oui, absolument. Oui. Mini vidéo, évidemment, l'utilisation des réseaux sociaux nous oblige à manipuler les nouvelles technologies et se mettre constamment à la page. Ouais. Ok. Alors on a parlé des gros travaux pour la rénovation énergétique, mais il y a aussi parfois des petits travaux, une pièce à repeindre, quelque chose à rafraîchir. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez ? Est-ce que ça peut aussi faire gagner de la valeur au bien, prendre de la valeur au bien lorsqu'on le vend ? Moi, je dirais un dégât des eaux, c'est vraiment le point d'intention principal. Même un vieux truc qui traîne là et qu'on voit même plus dans le décor, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment nettoyer. Voilà. Okay. Le reste, les goûts, les couleurs, quoi. Tu vas planer une cuisine en blanc et l'autre le veut en rouge, tu fais quoi par après ? Tu renégocies ton prix, donc voilà. Oui, et puis, moi, j'ai constaté aussi, repeindre en blanc, si les couleurs sont un peu plus sombres, ça donne tout de suite beaucoup plus une impression de volume. Hein. C'est vrai. Autre chose, Anna ? Bien, pour moi... J'ai l'impression en tout cas que certaines personnes s'engagent dans des travaux qui ne sont pas nécessaires. Il faut savoir que quand on fait des travaux, peut-être que les travaux plaisent aux propriétaires, mais ne plairont pas aux futurs hackers. Donc il faut vraiment se mettre en tête ça et par conséquent choisir quel type de travaux est-ce qu'on s'engage à faire. Oui, des petites choses. Et effectivement, une ancienne infiltration qui a été résolue, effectivement, il faut repeindre pour ne pas effrayer le futur acquéreur. Au-delà de tout ça, du moment que le bien est propre, présentable, je ne pense pas qu'il faut engager de nombreux travaux. J'ai même l'expérience, en fait, de 2 clients que j'ai en tête ici, qui ont engagé d'énormes travaux, également pour améliorer le PEB. Se sont fait accompagner, bien entendu, mais malgré cela, les notes énergétiques ne se sont pas énormément améliorées et par conséquent, les sommes dépensées ne pouvaient plus être récupérées lors de la vente. Donc, effectivement, bien penser avant d'engager 1 euro. Oui, et puis ça risque de compliquer, puisqu'évidemment, le vendeur se dit qu'il doit récupérer l'argent qu'il a mis. Donc, il est peut-être un peu plus dur en négociation. Absolument, absolument. Et on sait que lorsque l'on fait des travaux, eh bien, cela met quand même un certain temps avant de pouvoir amortir le coût de ces travaux. Donc, si on espère pouvoir dégager une plus-value dans l'immédiat, c'est pas toujours possible. Ok. Parfois, ça passe aussi par des tout petits détails. Moi, je suis parfois attentif à un robinet qui coûte dans l'évier de la cuisine, un pommeau de douche qui perd aussi. C'est des petites choses que les acquéreurs vont voir. Ils vont se dire, tiens,
c'est quand même étonnant. Je vais acheter une maison et ils ne sont même pas capables de remplacer un joint, de réparer un pommeau de douche. Donc voilà, il y a des petites choses qui ne coûtent pas très cher, mais qu'il faut faire. Et c'est aussi notre rôle de conseiller nos clients dans ce sens. Bah, c'est sûr que si un agent immobilier débarque dans une maison pour la faire visiter et que tout d'un coup il y a la lumière qui ne s'allume pas parce que l'ampoule est grillée, il y a de quoi avoir des doutes, quoi. Effectivement. Sur l'agent immobilier aussi, d'ailleurs. Aussi. Alors, après, donc, on a un bien, on l'a mis en valeur, on a fait des chouettes photos, on a le home staging. La stratégie de visibilité, parce qu'évidemment, il y a Immoveland et il y a les plateformes, il y a les sites, il y a les réseaux sociaux, il y a maintenant les intelligences artificielles qui vont commencer à jouer un rôle. Hein. On constate, nous, par exemple, qu'on a déjà un certain pourcentage de notre trafic qui vient déjà des intelligences artificielles. Donc, tout ça est évidemment une série de possibilités pour mettre son bien en valeur et le publier. Mais c'est quoi la bonne formule pour ne pas avoir trop de visibilité d'un coup et pouvoir finalement garantir une visibilité constante pendant assez longtemps? C'est tout simplement faire des mixtes entre les différents canaux marketing que l'on utilise. Voilà, les réseaux sociaux sont, je pense, quelque chose qui monte de plus en plus. Je dirais même quasiment plus que les portails immobiliers. Donc voilà, il y a des tas de choses qui peuvent être faites sur la durée. Et c'est clair qu'on a plein de possibilités, nous, en tant que professionnels, que le particulier n'aura pas. Ça, c'est certain. Dans la séquence, qu'est-ce que tu fais d'abord, Anna ? Quand tu publies un bien, tu as un bien, il est prêt, les photos sont faites, les vidéos sont réalisées. Tu fais quoi ? D'abord les réseaux sociaux, d'abord les plateformes, d'abord ton site ? D'abord Immoveland. Voilà, mais ça je l'attendais évidemment. Et bien entendu notre site. Et ça va de soi, on va plus tard publier sur les réseaux sociaux, mais d'abord sur Immoveland, notre site. Et puis on adoptera une stratégie en fonction du bien. Généralement, par exemple, les locations, c'est étrange, mais ça fonctionne très bien sur TikTok. Ah oui ? Oui. Ok. Voilà. Donc on va souvent adapter notre stratégie en fonction du bien. Et donc sur TikTok, quoi, tu mets une vidéo du bien ? Ah oui. Ah oui, Okay. oui, si on met la vidéo du bien, le téléphone ne s'arrête plus. C'est simple. On l'a loué en 1 heure. Et est-ce que c'est, au niveau des candidats, c'est sérieux, c'est aussi qualitatif que les autres canaux ? Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre. On ne peut pas, on ne peut pas, voilà, on peut pas déterminer s'ils sont toujours fiables ou pas, si sérieux ou pas. Mais en tout cas, les gens appellent aussi via ce canal et viennent visiter aussi via ce canal. Et puis, il faut voir si ça débouche sur quelque chose ou non. Ouais. Ok. Patrick, même constat ? Tout à fait. Un grand fan de TikTok ? Oui. J'adore pas le compteur qui monte chaque fois là. Oui. Mes enfants qui disent papa, t'étais très bien, ça c'est super. Donc voilà, très content. Non, nous faisons d'abord une vente privée en fait dans laquelle on contacte nos clients qui sont inscrits dans notre DB et on les privilégie par rapport à ça. Et on met Immoveland également dans le processus de cette première partie de commercialisation. Et on fait la vidéo aussi, évidemment, mais d'abord vraiment la vente privée, et puis les portails, et puis le panneau également. Voilà. Ok. Rapidement, ce qu'on doit aussi fournir comme document, parce que si un particulier veut vendre, hein, on entend souvent les particuliers dire oui, mais enfin moi je vais faire ça moi-même, les agents immobiliers ça coûte très cher. C'est vrai qu'on ne travaille pas gratuitement. Ceci étant dit, il faut fournir quand même une série de documents aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rappeler, si on met un bien en vente à Bruxelles et puis en Wallonie, ce qu'on doit fournir comme document absolument? Donc pour l'appartement, tu as évidemment tout ce qui est PV d'assemblée générale, des comptes charges, et puis par ça on part sur le PEB, sur l'urbanisme et sur le contrôle électrique. Ça c'est vraiment, je dirais, la base de chez base. Okay. La maison, et puis le bail ici c'est loué, maison, PEB et précompte immobilier aussi, enfin voilà, mais c'est plus restreint. Okay. Du coup chez nous aussi, encore 2 secondes, en fait une maison, on a besoin de 15 jours pour lancer, appartement 25 jours pour lancer un appartement. Ok. Voilà. À cause de syndic qui prend un petit peu de temps aussi. Désolé mes confrères, mais c'est comme ça. Anna, quelque chose à rajouter? Non, je pense que la liste est exhaustive, donc c'est effectivement ce qu'il faut pour lancer la commercialisation d'un bien. La Wallonie? Même chose, mais j'attire quand même l'attention des particuliers qui veulent quand même s'essayer à l'immobilier. 9 fois sur 10, ils n'affichent pas de PEB et pas le numéro de PEB. Il faut savoir que nous, on est sanctionnés en tant que professionnels et c'est pas piqué des verres. Il y a d'ailleurs eu une campagne de chasse aux sorcières dans notre domaine qui a rapporté énormément à l'État. Mais voilà, très important. Effectivement, on peut pas mettre tout et n'importe quoi et on doit être très professionnel dans la recherche des documents et vérifier aussi ce qui nous est transmis. Parce qu'il y a parfois des choses qui doivent nous interpeller.
Je rappelle aussi, et je rappelle à tout le monde, qu'en tant que plateforme, nous ne pouvons pas, théoriquement, publier un bien s'il n'y a pas le PEB. Et on a même été interpellé il y a déjà quelques années par quelqu'un de très gentil pour le coup, au ministère, dans un ministère des Affaires économiques, qui nous disait, attention, le PEB, ça doit être sur la photo ou juste à côté de la photo. Tu peux pas mettre tout en bas le PEB, ça doit être sur l'annonce, très visible, de manière vraiment évidente, quoi. Donc c'est vraiment un élément qu'il faut, là, pour ceux qui veulent évidemment faire ça en direct et seul, ils sont tout à fait libres de le faire, mais il faut savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il y a le temps passé, il y a les documents à fournir, et puis il y a évidemment le professionnalisme et la connaissance du marché qu'un agent immobilier a certainement beaucoup plus qu'un particulier. Alors, j'ai d'ailleurs, si tu permets, une anecdote. On s'est fait contrôler tous l'année passée, et on venait d'installer un nouveau panneau digital où les biens défilaient. Heureusement, on en avait que 10. Tout ce qui était sur les sites, sur les portails, dans nos documents, dans l'ordinateur, tout était complet, PEB, numéro de PEB. Par contre, l'informaticien qui nous avait placé ce nouvel écran digital avait oublié de mettre le numéro du PEB. Résultat des courses, 500 € par bien, x 10, 5 000 € d'amende. Et dans la région, on a tous été contrôlés et on a tous eu effectivement des grosses amendes parce qu'ils arrivent toujours à trouver quelque chose qui ne va pas. Oui, il faut bien trouver l'argent là où il est. Voilà. Petite question à vous trois. Quelle est la première chose qu'un acheteur, qu'un candidat qui vient visiter un bien, c'est la première chose à laquelle il est attentif? C'est quoi le premier truc qu'il regarde ou sur lequel il pose une question en général? Eh bien, je pense que la première des choses de nos jours, vraiment, c'est le PEB. Voilà, ça, ils ont besoin de savoir. Ensuite, ils ont besoin de savoir si nous avons les renseignements urbanistiques, parce que les infractions urbanistiques font de plus en plus peur. Et donc, par conséquent, ils vont demander ces deux choses-là. Puis viendra le reste. Patrick, même constat? Oui, bien entendu, l'urbanisme, bien entendu aussi, un grand ami. Mais aussi, je dirais, la luminosité. Souvent, de mon tiens, on est orienté comment ici, sud, nord, voilà. Pareil. Je ne vois pas très bien ce que je pourrais rajouter, mais effectivement, ils sont de plus en plus difficiles, je vais dire, parce qu'il y a une offre qui est conséquente, et le PEB est pour moi le premier critère. Alors, comment est-ce que... Parce qu'évidemment, il y a souvent, sur les biens qui sont intéressants, il y a beaucoup de candidats qui sont acheteurs. Est-ce que vous faites visiter tout le monde? Est-ce qu'il y a certainement un tri? Est-ce que vous vérifiez, comment est-ce que vous pouvez vérifier aussi la solvabilité? Parce qu'il y a parfois aussi des arnaques ou des tentatives d'arnaque. Tout ça prend beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on fait cette espèce de filtrage ou de sélection? Alors c'est clair que pendant un entretien, une visite, on pose beaucoup de questions. Quelle est votre capacité financière? Avez-vous déjà été voir des banques? Est-ce que vous avez des fonds propres, etc. Bon, on ne peut pas être trop intrusif non plus, mais il faut savoir quand même qu'on n'a pas la possibilité de tout vérifier. On n'a pas accès à toutes les bases de données comme un notaire. Par contre, il nous arrive régulièrement de proposer de refaire une analyse auprès d'un courtier, d'un banquier, pour regarder la faisabilité du dossier quand on est un petit peu... comment dirais-je, vous doutez un petit peu. En doute par rapport à l'acquéreur que l'on a devant nous. Et c'est aussi notre rôle que de conseiller le vendeur sur le choix de l'acquéreur. C'est important. Parfois, je dis toujours, je préfère conseiller une offre sans clause suspensive, évidemment, qu'une autre avec clause suspensive, quitte à ce que l'offre sans clause soit un peu moins chère, moins élevée, pardon. Ok. Même constat? Oui, bien entendu, évidemment. Évidemment, je pense que là, il n'y a pas de question autre que celle-là, je dirais, quoi. Et alors, quand on négocie à un certain moment, c'est quoi les arguments qu'on utilise? J'imagine bien que vous pouvez avoir un vendeur et un acheteur dont les objectifs sont très éloignés ou suffisamment éloignés. Comment est-ce qu'on arrive à finalement faire que ça se rencontre et qu'on puisse conclure la transaction? L'immobilier, c'est de la brique, mais c'est aussi de l'humain, je dirais. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que le candidat se présente et humanise sa candidature. Que ce soit en loc ou en vente, on doit vraiment humaniser ça auprès des propriétaires. Des personnes âgées qui quittent leur maison avec beaucoup de peine, et tu as un jeune couple avec 2 enfants qui vit, tu dis, ben voilà, votre maison va de nouveau revivre. Et souvent, tu vois les yeux qui pétillent, tu vois les gens qui sont vraiment, ah oui, ça me fait quand même plaisir que ma maison soit dans de bonnes mains, quoi. Voilà. Le côté humain, super important. Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que le vendeur
il va pas vendre de la même façon à deux acheteurs potentiels. Ouais, ça se peut. Anna ? Bien, ça va dépendre. Moi, je pense qu'il y a vraiment des vendeurs qui sont à cheval sur leur prix. Voilà, qui n'entendent rien en fait, et souvent ce sont ceux en fait qui fixent le prix en fonction de leur prochaine acquisition. Ok. Donc ceux-là n'entendent rien, n'entendent pas raison. Et puis on en a d'autres qui sont un peu plus réalistes, qui voient un peu le bien tel qu'il est, qui comprennent un peu le marché et le fait qu'il y a des prix au mètre carré dans chaque région et chaque zone en fonction de caractéristiques. Ceux-là sont plus ouverts à la discussion, et puis lorsqu'on veut vraiment vendre et qu'il y a en face un candidat acquéreur qui est vraiment intéressé et vraiment sérieux, je pense qu'on peut trouver un bon compromis. Et puis si le bien reste trop longtemps sur le marché, il risque de se brûler, comme on dit, et donc finalement de ne plus partir du tout. En effet, un bien qui reste trop longtemps en vente, c'est ça. Eh bien, on n'envoie pas le bon message, ça c'est clair. Je pense que tout le monde sera d'accord de le dire. Les acheteurs vont se poser des questions, vont se demander pourquoi est-ce qu'il est là depuis un certain nombre de temps, pourquoi est-ce qu'il ne se vend pas. Ils vont même s'imaginer qu'il y a des problèmes qui n'existent peut-être pas, juste parce qu'il n'est juste pas au bon prix. Ouais. Merci. Alors, vous aussi, si vous avez vos expériences à partager, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous poser des questions. On y répondra aussi avec nos experts. C'est quand même un peu, vous êtes des agents immobiliers, on va quand même faire un peu votre pub. Alors, si vous aviez un argument à donner à un candidat vendeur pour lui dire, mais tu dois passer par un agent immobilier. Alors, le dernier va avoir du mal parce qu'il ne va pas pouvoir utiliser les arguments des deux premiers. Hein? Mais je vais commencer par toi, Anna. Un argument, disons, tu fais appel à un agent immobilier parce que... Oui, parce qu'un agent immobilier connaît la législation, connaît le code du logement bruxellois par exemple, sait déterminer le nombre de pièces par exemple. Parfois il y en a qui confondent un bureau avec une chambre par exemple. Donc oui, l'agent immobilier va pouvoir apporter de l'aide aussi sur les infractions urbanistiques où aujourd'hui on commence à développer une certaine compétence, notamment au niveau des permis en fait, et comment en fait faire en sorte de régulariser les choses. Donc c'est l'expérience en fait qui fait qu'aujourd'hui on peut apporter notre plus-value aux vendeurs. Patrick. On va pouvoir, je pense, accompagner le client dans son projet. C'est une phrase un peu bateau, mais c'est vraiment ça. Au début, tout peut bien se passer, puis on rencontre des gros écueils au niveau urbanistique, et on connaît justement Madame de la commune. On va chez elle, on discute, on comprend bien le fond du problème, et on peut apporter une solution facilement. Et là, vraiment, on a une vraie expertise locale, aussi bien en termes de portefeuille de clients qui viennent chez nous parce qu'ils nous connaissent, qu'ils nous rencontrent, on les rencontre, on humanise les transactions, c'est très important chez nous, et on peut vraiment être proche de nos clients pour bien les conseiller. Last but not least. Alors, mais l'immobilier n'est pas un jeu. Et il faut bien se rendre compte... Sauf au Monopoly. Oui, voilà, tout à fait. Mais il faut bien se rendre compte qu'ici, on ne parle pas de vendre un vélo, de revendre une salle à manger. Vous vendez une grosse partie de votre patrimoine. Donc, il est super important, surtout à l'heure actuelle où c'est extrêmement compliqué. Tout ce cadenas, on nous demande de plus en plus de nous investir dans notre boulot. On est de plus en plus responsabilisés, nous, les agents immobiliers. Donc, c'est pas pour rien. C'est parce que à côté de ça, il y a beaucoup de problèmes et nous sommes justement là pour éviter les problèmes et faire en sorte que la transaction puisse se passer le mieux possible. Et en amont, effectivement, essayer de parer, par exemple, à une infraction, trouver des solutions avec eux, etc. Parce que quand vous ne passez pas par un immobilier, vous vous retrouvez avec ces problèmes aux actes et là, la vente ne peut pas se faire. Et vous êtes reparti pour un tour avec évidemment la possibilité de devoir rembourser les droits d'enregistrement et ainsi de suite. Mais voilà, donc faire appel à un professionnel avec des produits et services de qualité, c'est évidemment incontournable à l'heure actuelle. On attend votre retour, vos expériences. Si vous avez vendu vous-même, dites-le nous, expliquez-nous comment ça s'est passé. Si vous avez fait appel à un agent immobilier, dites-nous aussi comment ça s'est passé. La discussion est ouverte en ligne, on continue. Alors, je vous ai préparé un petit exercice de style. Ah ouais, non, mais on n'a rien sans rien ici. Hein. Et donc, vous savez qu'on est tous, quelque part, des futurs remplacés par l'intelligence artificielle. On nous promet en fait un enfer sur un paradis, c'est-à-dire qu'on ne devra plus travailler parce qu'on aura pris notre travail. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me sortir une méthode claire, efficace
pour vendre son bien efficacement en Belgique, optimiser la vente de son bien en Belgique. Alors, il m'a sorti 3 pages. Hein, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est un bon début. Et là-dedans, on va commencer par un vrai ou faux. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai ou faux? Parfait. Il a dit, mets-le sur Logikimo. Il m'a pas dit, mets-le sur Imovlan. Vrai ou faux? Faux. Faux. C'est vrai. Ah, parce que Logikimo était... Donc ChatGPT devrait peut-être voir un petit peu sa moulinette. Parce que Logikimo n'existe plus. On les salue, c'était des collègues, mais on s'entendait bien avec eux. Mais voilà, ça a été repris. Ça Fake news. Fake news. Ne fais pas confiance à des agents immobiliers, ce sont tous des voleurs. Vrai ou faux? Faux, évidemment. C'est quoi cette histoire? C'est faux. Il fallait prendre Gemini, en fait. Hein, Oui. Alors, au niveau de la gestion des visites, organiser des créneaux groupés, est-ce que ça améliore l'efficacité? Dire, tiens, on organise des visites de manière avec plusieurs candidats qui visitent en même temps. Ou est-ce que c'est plutôt dangereux puisque quelque part... Alors totalement, moi je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'entendez-vous par groupé? C'est-à-dire tout le monde au même moment? Alors ChatGPT, c'est pas moi, hein. Oui. Moi, hein. Il me donne un exemple, le samedi, le samedi matin de 10 à 12 heures par exemple. Oui, très bien, c'est une bonne stratégie en effet. Ok. Ça dépend d'où on se trouve, hein, de quel côté on se trouve. Parce que évidemment. pour l'acquéreur, c'est pas bien du tout. Mais par contre, pour le vendeur, effectivement, ça met une pression sur le dos des acquéreurs qui fait qu'en général, on obtient des meilleures offres. Et l'appartement aussi meublé, que le locataire dedans, c'est pas évident non plus, ce genre de choses. Non, c'est sûr. Oui, ça, évidemment, il faut... Mais à la limite, c'est peut-être mieux d'avoir un truc groupé où on dit au locataire, voilà, il y aura un peu de monde qui passera, que de dire toutes les 10 minutes, il y a un nouveau visiteur potentiel qui arrive, quoi. Ou pour employer ChatGPT. Voilà. Est-ce que les panneaux, c'est encore efficace? Oui. Énormément, moi je pense que... Tout à fait. Oui, ok. Est-ce que les groupes Facebook locaux sont encore efficaces? Pour ma part, je ne pense pas. Non, on ne Moi, vend oui. pas son... On les réinvestit. Ok. Oui. Nous, c'est un moyen de prospection aussi. Hein. Voilà, un moyen de prospection, mais je veux dire, je ne pense pas qu'un vendeur pourra vendre sur Facebook Market. Non. Moi, j'ai une cliente polonaise qui a investi la communauté polonaise par Facebook au niveau de la marketplace et ça a très, très bien fonctionné. Voilà. Est-ce que vous préparez un argumentaire? ChatGPT nous dit préparer un argumentaire, le montant des taxes, la consommation énergétique, le travaux des frais, les plans, les devis éventuels. Est-ce qu'il y a un argumentaire comme ça structuré qu'on peut préparer ou qu'on peut conseiller de préparer pour quelqu'un qui veut vendre son bien plus efficacement? Et nous, on a une présentation de service avec un PowerPoint sur un iPad et effectivement, on est sûr de ne rien oublier, d'être complet. Et après, on laisse une brochure reprenant tout ça. Donc oui, effectivement. Je pense qu'on arrive gentiment au bout de cette session. Merci à tous de votre participation. Patrick, tu as quelque chose à rajouter? Non, c'était vraiment très bien, à part ChatGPT, évidemment. Mais... Anna? Non, c'était superbe. Je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Geoffrey, un dernier point à rajouter? Oui, une chose très importante, il faut savoir que les agents immobiliers ne sortent pas le prix de vente que l'on va afficher d'un chapeau. C'est très très important d'avoir une évaluation claire, nette et objective. Ça ne se fait pas bêtement avec un télémètre, on se balade, on regarde un peu. Non, il y a tout un travail en amont qui est très important avec les points de comparaison. On a accès à des bases de données qui sont de plus en plus importantes. On utilise les datas tous les jours et on peut prouver maintenant dans quelle tranche on doit se situer. Je sais qu'il y a certains portails immobiliers qui proposent des évaluations, mais la fourchette qui est proposée est tout à fait ridicule. Elle ne vous amène qu'une chose, c'est effectivement contacter un agent immobilier pour que celui-ci l'affine. Évidemment, c'est le plus important. C'est vous prouver à vous, clients-vendeurs, que le juste prix va faire en sorte qu'on va pouvoir vendre rapidement et au meilleur prix. Justement, pour rebondir là-dessus, nous, on a sur Imovlan, autant faire un peu la pub, on a un estimateur en ligne qui effectivement donne une fourchette et qui n'a pas la prétention de donner une valeur, mais qui donne simplement une fourchette indicative. Et évidemment aussi, notre recommandation, c'est de faire appel à un agent immobilier pour confirmer cette valeur. Ben voilà, vous pensez à nous renvoyer la balle chez nous, c'est pas toujours le cas. Ah bon, ok. Pas chez Imovlan, évidemment. J'ai bien compris, chez quelqu'un d'autre.
Bien, ben je pensais que l'algorithme en fait de ces portails, de ces machines, ne vont pas sur place. Nous, on va sur place, on apporte la final touch qui fait, comme tu dis très bien, qui fait que l'estimation est correcte et elle tient la route. Non, ces algorithmes, effectivement, tiennent compte d'une série de données qui sont en ligne, les différents biens qui ont été vendus ou mis en ligne de manière similaire dans les régions, dans le passé, etc. Une série de données, les mètres carrés, la région, l'évolution des prix, mais rien ne vaut une visite sur place pour effectivement déterminer une vraie valeur en fonction des matériaux qui sont utilisés, de l'orientation, de la disposition. Et puis, il existe aussi un système qu'il faut user avec parcimonie, mais que nous, on utilise énormément. Et ce système-là va nous permettre d'obtenir le meilleur prix. C'est le système de faire-offre. Mais il faut savoir l'utiliser convenablement. Beaucoup de faire-offre, Anna, à Bruxelles ? Alors, non, pas nécessairement. Voilà, je dirais que les personnes qui sont le moins réalistes par rapport au prix conseillé par l'agent immobilier vont avoir tendance à utiliser cet outil-là, en tout cas chez nous, voilà, en se disant, voilà, on va trouver un certain compromis entre ce que vous pensez et ce que nous pensons, et on va faire un faire-offre à partir d'eux. Et si ça vaut vraiment ce que vous pensez, eh bien, vous finirez par avoir votre prix. Voilà. Eh bien, c'était le mot de la fin, du mot de la fin. Merci à tous encore une fois pour votre participation. Merci Eric. Le débat continue en ligne. Commentez, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux, sur YouTube. On se voit bientôt. Ciao. Merci.